Bienvenue dans mon Ultra au Sahara, un nouveau format hors série de course épique. Le 9 janvier prochain, je m'élancerai pour mon premier 100 miles, 160 km d'une traite, au cœur du Sahara marocain, à l'occasion du Marathon des Sables Ultra, une course inédite lancée pour célébrer les 40 ans du Marathon des Sables. Depuis 5 ans, à travers Course épique, je raconte les histoires des autres. Leurs défis, leurs peurs, leurs victoires. Cette fois, c'est moi qui vais vivre cette histoire et j'ai choisi de vous emmener avec moi. Le désert, il y a quelque chose dans cet environnement qui me touche profondément depuis que je l'ai découvert en 2022. Son immensité, son silence, sa majesté, sa rudesse aussi. Ce défi me terrifie autant qu'il me motive. 160 km sans interruption, l'autosuffisance alimentaire, la nuit qui tombe, la fatigue qui s'installe et avec elle, les doutes qui surgissent. C'est à la fois un challenge sportif majeur à mon échelle et une aventure humaine dont je ne mesure pas encore toutes les dimensions. Cette course donnera lieu à la production d'un documentaire vidéo qui captera l'intégralité de cette aventure, rendu possible grâce au soutien de notre partenaire principal, Kelas Fouga, marque globale de trail, experte de l'ultra-distance et des terrains exigeants. Alors pendant ces dernières semaines avant le grand départ, je vous ouvre les coulisses de cette préparation. À chaque épisode, un invité, un sujet, une facette de ce projet. L'entraînement, le mental, la nutrition, le matériel, mais aussi les peurs, les questions, les moments de doute. Mon Ultra au Sahara, c'est le récit d'une préparation, mais c'est surtout le partage d'un chemin vers l'inconnu. Alors, vous venez avec moi ? Salut à tous, bienvenue dans le premier épisode de ce format hors série Mon Ultra au Sahara. Dans cet épisode aujourd'hui, je vais avoir comme premier invité Cyril Gauthier, qui est aux commandes du Marathon des Sables. C'est un entretien qui s'annonce passionnant. Il va me raconter à la fois le projet Marathon des Sables, mais revenir plus particulièrement sur cette édition du Marathon des Sables Ultra. Et je suis sûr qu'il aura plein de bons conseils pour moi. Avant tout ça, je voulais revenir sur la genèse de ce projet. Pour ceux qui ont suivi le podcast depuis un certain nombre d'années, vous savez que j'ai un rapport très particulier au Marathon des Sables. Je l'avais couvert tout d'abord en 2022 pour Course épique. Donc c'était vraiment la première fois que je mettais les pieds dans le désert et la première fois que j'étais confronté à une course à étapes comme le Marathon des Sables. À l'époque, je suivais des profils complémentaires. Donc Frédéric de la Nouvelle qui courait avec sa fille Cécile de 16 ans, qui était donc là pour découvrir ensemble, avec une relation père-fille très fusionnelle, cette expérience plutôt en queue de peloton, on va dire. Mais aussi Claude Dartois qui découvrait pour la première fois le Marathon des Sables avec cet esprit de découverte et puis évidemment l'idée de se prendre au jeu sportivement. Et enfin Meryl Robert qui avait fini 3e en 2018 et 2021 et qui a fini 4e cette année-là. On sait combien c'est un exploit quand on connaît le niveau des coureurs marocains qui sont chaque année aux avant-postes et qui trustent toutes les victoires et les podiums sur le Marathon des Sables. Ça a été une très belle découverte pour moi cette année-là, tant d'un point de vue sportif que d'un point de vue humain. J'ai été vraiment très ému et touché par la fragilité que j'ai pu observer de la part de tous les coureurs au gré des étapes et puis de leur état physique qui avait tendance à se dégrader. Donc ça a été une aventure transformatrice pour moi et le désert en tant que tel m'a vraiment interpellé de façon quasi mystique. Moi qui suis très rationnel, il y a eu vraiment quelque chose d'assez inattendu qui s'est passé pour moi dans le désert à ce moment-là. Donc ça a été une rencontre incroyable à tel point que j'ai décidé l'année suivante de participer au Marathon des Sables, Legendary maintenant, donc le format 250 km avec 6 étapes. Préalablement à ça, pour me faire les dents, je suis allé au Half Marathon des Sables, à l'époque ça s'appelait comme ça, le Marathon des Sables 120 aujourd'hui, à Fuerteventura. C'était un peu l'occasion de découvrir le bivouac et puis les grands principes de ce Marathon des Sables en tant que coureur. Donc c'est une édition qui a été un peu contrariée parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, donc un bivouac qui a été inondé, donc ce qui a obligé à repenser un petit peu l'expérience et qui a fait qu'on est rentré tous les soirs à l'hôtel. Donc c'était pas vraiment l'expérience habituelle du Marathon des Sables, mais ça a permis en tout cas d'en découvrir une partie et puis surtout de rencontrer des amis, ils se reconnaîtront, qui ont été emballés à l'idée de se projeter dans un Marathon des Sables, le format long, donc de 250 km l'année suivante. Donc c'est un projet qu'on a construit ensemble avec d'autres amis, François et Julien, qui seront également à mes côtés sur le Marathon des Sables Ultra cette année. Donc je suis très heureux de les savoir avec moi pour vivre ce grand projet. On avait beaucoup couru ensemble sur le Legendary, donc je ne sais pas si le scénario de course fera qu'on pourra être ensemble sur toute la distance, je le souhaite, mais peut-être qu'il y aura à un moment des coups de mou, des envolées qui feront que certains devront prendre leur envol. On verra bien quel scénario la course va nous réserver. En tout cas, je suis très heureux de les savoir avec moi aussi dans cette aventure. Donc ça a été ensuite en 2023 une expérience dingue sur le Marathon des Sables. Tout s'est passé de façon quasi idéale. La préparation a été
intense. J'étais accompagné par Laurence Klein, qui a elle-même remporté 3 fois le Marathon des Sables et qui a été ma coach pendant tous les mois qui ont précédé. Et elle nous a très bien préparés, puisque j'ai eu la chance d'aller au bout et tout s'est bien passé. Je me suis senti physiquement apte et j'ai réussi à gérer tout le reste de façon quasi idéale. Donc, pas d'ambition sportive particulière, si ce n'est de finir, pas d'ambition de chrono ou de résultat, mais juste de finir. Et voilà, pas de gros bobos, pas de grosses souffrances. Globalement, un marathon des sables qui s'est bien passé, même si cette édition-là a été redoutable. Il y a eu près de 30% d'abandon, ce qui est assez inhabituel, mais c'est vrai que la chaleur était à ce moment-là, fin avril, assez intense. On a dépassé vraiment à de nombreuses reprises les 50 degrés. Donc, ça a été une expérience qui a été très exigeante. Donc après ce marathon des sables, ça a été beaucoup d'euphorie. Je me sentais invincible pendant de nombreuses semaines, pour ne pas dire de nombreux mois. J'ai eu aussi un gros coup de moins bien physique. Là, il m'a fallu, je pense, 3 à 6 mois pour vraiment récupérer une fois l'euphorie passée. Ce souvenir du marathon des sables, j'avais envie de le mettre dans un coin, de le chérir et de le laisser tel qu'il est parce que c'était une première et que c'était un très chouette moment avec l'organisation en place, avec mes amis et avec cette course qui a été fabuleuse et tout s'est très bien passé à nouveau sportivement. Donc, j'étais pas certain de vouloir refaire le Marathon des Sables Legendary une nouvelle fois puisque cette première expérience avait déjà été merveilleuse. Et là, il se trouve qu'en 2026, donc c'est les 40 ans du Marathon des Sables qui célèbre de bien belle manière cet anniversaire. Il y a un certain nombre de choses qui vont se passer tout au long de l'année et à commencer par le lancement de ce format inédit qui est le Marathon des Sables Ultra. Donc c'est un format assez particulier, je vais vous en donner un petit peu le détail, mais c'est une création en tout cas qui est unique dans le cadre de cet anniversaire et des 40 ans du Marathon des Sables. L'autre élément qui a joué, c'est que l'année prochaine, moi j'ai 50 ans, donc je cherchais aussi un défi sportif qui me dépasse, qui m'anime viscéralement, donc j'ai pas mal exploré pendant l'année, testé des choses, etc. Mon objectif, c'était de monter sur des distances de 80 km, chose que j'avais jamais faite, hormis avoir couru 90 km sur l'étape longue du Marathon des Sables. C'était donc en 2023. Donc ça a été pas mal ça le focus cette année et d'être un peu plus parcimonieux sur le choix des courses, pas m'épuiser non plus à en faire trop. Comme sur la plupart des événements où je vais, je suis assez tenté de prendre des dossards et j'ai la chance infinie de pouvoir le faire. Dans la plupart des cas, j'essaie aussi de tempérer ça pour avoir un agenda, un calendrier qui soit assez cohérent et dans lequel je ne m'épuise pas trop non plus et que je ne sois pas en préparation à longueur d'année. Donc je cherchais un projet sportif original et donc je vois fleurir ce projet-là de Marathon des Sables Ultra. Donc le principe, c'est 2 distances au choix, un format 100 km ou le 100 miles. Donc c'est une course qui est à réaliser en autosuffisance. C'est toujours un des fondamentaux de ce Marathon des Sables. Et c'est une course donc, qui là se fait en une étape, contrairement au Marathon des Sables qu'on connaît habituellement, où il y a plusieurs étapes, que ce soit sur le format 120, Trek ou autre, sur le format Legendary, où il y a plusieurs étapes. Là, on a 40 heures pour aller au terme soit de ces 100 km, soit de ces 100 miles. Donc 160 km, avec la possibilité de bifurquer en fait pendant la course. Donc au kilomètre 60, on a la possibilité de bifurquer si on se sent moins bien ou au contraire mieux que ce qu'on pensait pour pouvoir soit continuer pour essayer d'atteindre les 160 km ou au contraire rentrer au bercail après 100 km. Donc il y a une première partie du parcours qui est commune aux 2 courses. En termes de ravitaillement, donc le principe fondamental, c'est qu'on est en autosuffisance alimentaire. Donc c'est aussi le cas sur ce MDS Ultra. Donc il y aura des ravitaillements en eau qui vont être espacés à chaque fois d'environ 10 km, donc les fameux checkpoints, les CP comme on les appelle. Il y aura des bases vides tous les 30 km avec de l'eau chaude, du thé, de la soupe, apparemment quelques gâteaux et fruits secs et puis une zone de repos avec un abri et des espaces chauffés. Mais il n'y a pas de bivouac en tant que tel. Donc voilà, il va falloir gérer son temps et surtout porter sur le dos tout ce qui sera nécessaire pour la partie nutrition. Le parcours de ce MDS Ultra, il se déroule sur les traces du Legendary dans le Sahara marocain. Le tracé se veut plus roulant qu'habituellement au mois d'avril sur le MDS Legendary. Il est même possible que pour les plus ambitieux, il puisse se passer de guêtres pour cette édition puisque le sable, a priori, sera plus portant, plus ferme et plus rapide donc. Et le parcours est entièrement balisé. Ce qui change un peu aussi, c'est la météo. Donc, il fera moins chaud la journée puisque la température, a priori, plafonnerait autour de 25 degrés. En revanche, la nuit, elle peut descendre jusqu'à entre 0 et 4 degrés. Donc, il faudra être aussi très attentif à l'amplitude thermique et porter le nécessaire dans le sac. En termes de sécurité, chaque coureur sera équipé d'une balise GPS, un bouton SOS qui va nous permettre de nous localiser en temps réel pour l'organisation et d'intervenir si nécessaire. Mais il y aura des équipes médicales qui seront là en support un peu partout, tout au long du parcours. Donc voilà un peu le cadre général de ce Marathon des Sables Ultra, un format singulier mais qui s'appuie sur des
fondamentaux et des grands principes du Marathon des Sables Legendary. Pourquoi ça m'a fait envie ? C'était finalement par rapport à mes aspirations d'avoir un projet sportif qui me dépasse et qui m'habite aussi viscéralement. Il y a tous ces ingrédients qui m'avaient tellement plu dans mon expérience sur le Legendary que je retrouve ici. Donc cette relation mystique et ce lien très particulier au désert, à cet horizon à perte de vue, avoir l'impression d'être pour le coup un grain de sable au milieu du désert et d'être une petite chose au milieu d'une vaste étendue dans des conditions extrêmes et très arides. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Et quand je projette des images de ma course, même si j'ai peur aujourd'hui, je sais que quand je serai là-bas, je serai dans un environnement dans lequel je me sens bien, même si c'est difficile. Il y a bien sûr le dépassement sportif, puisque 100 miles, c'est une distance que je découvre, que je vais explorer. Donc j'ai fait au plus long 90 km jusqu'à maintenant sur une étape, c'était le Marathon des Sables Legendary. Et des 80 km, j'en ai fait 2 cette année. Ça va être quelque chose de très nouveau. Donc il y a un point d'interrogation et un vrai enjeu sur est-ce que je peux le faire ou pas. Je me sentais pas capable du tout, ou en tout cas pas prêt à tout mettre en œuvre, parce que peut-être pas suffisamment habité pour aller faire une course de 100 miles, telles que les grandes courses qu'on peut connaître, du type UTMB ou Diagonale des Fous. Je dis pas non à l'avenir, mais en tout cas, là, je pense que je suis pas prêt et pas suffisamment habité pour ce projet-là, pour tout mettre en berne et m'y dédier, alors que ce projet sur le Marathon des Sables, avec un dénivelé qui sera bien moindre, même s'il y a d'autres paramètres à gérer qui complexifient l'expérience, on aura, je sais pas, peut-être entre 1000 et 2000 mètres de dénivelé positif, d'après moi, au maximum, donc beaucoup moins significatif que sur les ultras qu'on peut croiser habituellement. Mais donc, il y a vraiment cet inconnu et l'idée d'aller explorer aussi un peu mes limites sur ma condition physique, mes ressources mentales. Je table plutôt sur 40 heures, qui est la barrière horaire, plutôt que moins. C'est plutôt ça que je me dis que je vais être en capacité de réaliser. L'avenir me le dira, me le démontrera. Mais en tout cas, c'est plutôt ça mon plan, et de finalement juste de me dire que j'ai envie de finir cette aventure. Il y a évidemment la dimension humaine dont je vous ai parlé sur les Legendary, que je suis très heureux de retrouver. Alors non seulement avec François et avec Julien, qui sont mes amis si chers, avec qui on va vivre une très belle expérience, mais aussi toute l'équipe d'organisation que j'apprécie beaucoup, les autres coureurs, évidemment. Il y a Valentin Orange, qui va venir avec moi pour filmer cette aventure. Donc, je vous le disais dans l'introduction de l'épisode, on va tourner un documentaire. Donc, ça va être très chouette de pouvoir restituer, de vous emmener avec nous dans ce paysage complètement incroyable et dans cette aventure d'un coureur ordinaire que je suis. Je suis très heureux que vous puissiez vivre par procuration, en tout cas, cette expérience à mes côtés. Et j'espère que ça contribuera à vous donner envie, si c'est quelque chose, un projet qui vous habite et qui est réaliste pour vous à plein d'égards, de vous lancer dans cette aventure, ou des formats peut-être plus courts du Marathon des Sables. Mais c'est évidemment cette idée de se dire qu'il y a un aspect humain au cœur de ce projet-là qui me porte, et de me dire qu'on va passer 40 heures à échanger tous les uns les autres aux différents points de passage. C'est quelque chose qui m'enthousiasme vraiment. Donc pour toutes ces raisons-là, et puis peut-être le fait que finalement ce Marathon des Sables Ultra soit une continuité par rapport à ce que j'ai aimé du Marathon des Sables Legendary, sans être la réplique de ce que j'ai déjà connu et que je voulais pas toucher, finalement tout ça tombe très bien, puisque je retrouve un peu tous les ingrédients que je cherchais. Si j'avais dû faire un cahier des charges de ma course rêvée pour me dépasser l'année prochaine, finalement c'était celle qui a été dessinée par l'équipe du Marathon des Sables. Donc je suis vraiment ravi. Donc là, j'ai commencé la préparation depuis quelques mois maintenant. J'aurai l'occasion de vous raconter tout ça dans un prochain épisode. Ce sera le 2e épisode de ce hors-série avec Laurence Klein, donc ma coach qui m'accompagne depuis des années. C'est un immense plaisir de l'avoir avec moi. Je me sens très en confiance et elle connaît ces épreuves-là mieux que personne. Donc je suis ravi, et je vous donnerai à comprendre dans le prochain épisode et puis dans les suivants un peu la façon dont ma préparation s'est organisée. Mais là, il va falloir que j'y aille. J'ai rendez-vous avec Cyril, donc ça va être l'occasion d'échanger avec lui, ce que je vous disais, sur à la fois le projet Marathon des Sables au global, et puis aussi ce Marathon des Sables Ultra, sa genèse, et essayer d'aller capturer quelques conseils précieux pour pouvoir me mettre dans des dispositions les plus favorables pour la course. Voilà, je suis un peu stressé, j'avoue, et puis je suis en même temps très excité. J'essaie de trouver le bon équilibre entre les deux, et je suis surtout très heureux de pouvoir partager tout ça avec vous. Allez, j'y vais, je saute sur mon vélo et je vais aller retrouver Cyril et échanger avec lui. Par ici, la gazelle du désert. Ça, t'étais chaud pour te faire un 7e ? Ouais. Ça va ? J'ai couru en vélo. Comme un taré. T'as eu la pluie ? Ouais, la grêle.
Ouais. Je suis arrivé chez 30. Ouais, ça arrête pas là d'alterner, c'est pas hyper agréable. Installe-toi au fond à droite, je t'ai fait couler un café si ça peut te réchauffer le cœur. Je sais pas si t'en prends. Je suis à vélo aussi, mais je suis passé à travers les gouttes, moi, globalement. Là, je m'en suis pas trop mal. J'ai eu du bol. T'as besoin d'un truc pour être heureux, Cyril, ou pas? Il te manque quelque chose ou pas? Non, de l'eau, tiens, ou pas? Je t'ai mis un verre d'eau et t'as un café. Oh, ça te va? Tu sais quoi? Je vais mourir là. Attends, t'inquiète pas. Hop. Merci d'être là, surtout. Ton meilleur profil, j'espère que c'est celui-là, mais en termes de fond, c'est ce qu'il y a de mieux. Surtout, t'aurais dû me le dire que je me recoiffe. Ouais. Allez, on se le refait. C'est parti. C'est parti. Salut Cyril. Salut Guillaume. Merci d'avoir accepté d'être l'invité du premier épisode de ce hors-série, mon Ultra au Sahara, qui va me mener jusqu'à la ligne de départ du MDS Ultra, un 100 miles inédit au Maroc, dont le départ sera donné le 11 janvier. On va arriver le 9, on a 2 jours à Airfood et ensuite à nous le désert. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui une fois de plus. Ah bah écoute, c'est surtout à moi que ça fait plaisir, parce qu'imagine-toi, t'avoir sur un événement, on t'a déjà eu sur le Legendary, c'était magique, mais t'avoir sur ton premier 100 miles, attends, c'est une vraie fierté, parce que au-delà de te voir en course et de voir tes commentaires où, tu sais, je te l'ai déjà dit, je trouvais admirable de réussir à commenter en étant dans la course. Déjà, ça suffit à soi-même normalement. Donc là, sur un 100 miles, j'attends ça avec une impatience totale. Merci beaucoup. En tout cas, ça me fait très plaisir de partager ce moment avec toi et tes équipes. Ça va être une belle réjouissance. Je vais faire quelques analogies, mais Cyril, traverser un désert, c'est accepter l'inconfort, l'incertitude, les détours, un peu comme entreprendre. On avance avec une direction et puis on ne sait jamais ce qu'on va trouver derrière la petite dune qui est en face de soi. Est-ce que toi, tu as toujours eu cette âme d'entrepreneur? Tu es connu pour ça, cette envie d'aller explorer au-delà de l'horizon. Qu'est-ce qui t'a mené vers la création d'un groupe dans le marketing opérationnel? Une vocation, une opportunité? Comment tu as créé tout ça? Alors, j'adorerais dire une vocation, mais ça serait complètement faux. Ça serait, je réécris l'histoire. En fait, j'aime relativement les zones d'inconfort et pas savoir ce qu'il y a devant moi. Donc, j'adore découvrir, j'adore le changement. Beaucoup de gens détestent le changement. Et moi, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un truc qui m'excitait parce que ça me permettait, ma foi, des choses qui étaient justement impossibles pour d'autres. Donc, très tôt, puisque moi, j'ai commencé avant 18 ans à créer ma première entreprise. L'entreprise, je le faisais pas pour le côté « je veux réussir, je veux de l'argent ». Je veux surtout faire des choses différentes. Mon rêve, c'était de voyager, de découvrir le monde. Donc, en fait, j'ai adapté mon activité à mes envies. Et si tu veux, tout n'est que ça, en fait. C'est que tu fonctionnes par envie. Et puis, à un moment, tu te rends compte que, non, t'es plus là où tu devrais être. Donc, des entreprises que tu as créées te fatiguent, ne t'amusent plus, donc c'est le moment de les céder. Et puis, à d'autres moments, tu découvres des choses qui vont devenir des entreprises qui t'excitent. Et à la base, rien ne t'excitait. Et moi, c'est l'histoire du Marathon des Sables, où je le fais en tant que coureur. Et à aucun moment, je pense m'intéresser à cette entreprise. Et en fait, comme elle m'interpelle et qu'elle est pour moi une hérésie marketing, que ce qui se passe là, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner, ça fait tourner mon cerveau et à un moment, ça me prend tellement la tête que je me dis, il faut que j'intervienne. Et donc, c'est comme ça que je commence l'histoire avec le Marathon des Sables. Un tout petit peu avant ça, tu découvres la course à pied, notamment la course à pied en nature, à la quarantaine. Ouais. Ça répond à plein de besoins peut-être que tu soupçonnais pas. Qu'est-ce que tu as découvert alors? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie qui était très consacrée à ton activité entrepreneuriale qui était à succès, ouais, dans laquelle tu déployais beaucoup d'énergie? Qu'est-ce que tu as découvert, notamment la nature au sens large à ce moment-là? Elle t'a apporté quoi? Alors avant la nature, je suis passé par la route. Et ce que j'ai découvert... Alors déjà, moi je me suis mis à courir pour juste maigrir parce que j'avais arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer X fois dans ma vie. Et j'avais pris 17 kilos en 2 mois et demi. Je doublais tous les repas et mon épouse, gentiment, m'a quand même conseillé de faire quelque chose. et j'étais vraiment anti-sport, d'accord? Anti-sport parce que dans mon délire de business où je passais beaucoup de temps impliqué dans mon business, le sport, je n'y voyais pas de sens. J'habitais à l'époque sur le Champ de Mars et j'ai fait mon premier footing de toute ma vie. Et je suis parti en courant et au bout de 400 mètres, j'ai vomi. Donc c'est assez agréable parce que c'est 400 mètres. Et je suis parti, si tu veux, pensant être gagnant parce que tu sais, dans le business, tu as des positions de leader, tu te prends très au sérieux, puis tu te dis, je vais partir sur une belle foulée. Elle était belle pendant 200 mètres. Et après, je me suis senti pas bien du tout et j'ai vomi derrière un banc. Et c'est important parce que quand je repasse parfois là, je me dis, c'est là que ça a commencé. Et donc, j'ai commencé à courir pour maigrir. Et surtout, en fait, j'aurais arrêté tout de suite si les gens autour de moi ne s'étaient pas foutus de moi. En me disant, alors toi, mais tu rigoles, toi, courir, tu fumes 3 paquets de clopes, t'as grossi, tu vas refumer. Et donc, je me suis dit, ouais, c'est juste pas possible que je leur donne raison, ce qui m'a fait me mettre à la course. Mais je me suis vite rendu compte que je serais jamais dans une position qui m'intéresse parce que je n'arrivais pas à fracasser la barre des 3 heures. Et le fractionner, ce que beaucoup de gens font, moi, ça me paraissait insupportable d'aller sur un stade, de me faire mal et tout. Donc, c'est là où je me suis dit, tu resteras un mec à 3,30.
j'ai pas la capacité de faire les efforts pour me battre, et je pense que physiologiquement, je suis pas fait pour, ou j'ai trop abusé avant de toutes les substances. Donc, voilà, mais oui, parce que tu travailles pas non plus non-stop comme ça. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais la course nature, why not? Et là, pour le coup, là, mon vrai choc, il a été là. Parce que là, la nature ne m'intéressait pas au début. Et là, j'ai eu un choc en me disant, waouh, je retrouve de la quiétude, je me sentais bien. Je me suis rendu compte que je pouvais tout autant travailler, que je pouvais réfléchir. Parce que tu sais, les gens disent souvent, ouais, quand tu cours, tu réfléchis. Oui, quand tu es entraîné. Parce qu'autrement, tu ne fais que souffrir et tu penses qu'à ta souffrance. Donc, avant d'en arriver à ça, il faut déjà avoir un certain niveau. On me l'avait pas dit. Mais quand je suis arrivé en nature, là, j'ai découvert un truc de dingue. Et puis surtout, au-delà de la nature, j'ai trouvé des gens qui avaient une pratique sportive cool et qui jugeaient pas. Qui étaient là pour se faire plaisir et qui n'étaient pas là comme sur le marathon. T'as fait combien à Berlin? T'as fait combien à New York? Où t'es toujours dans ce côté leadership que t'as dans l'entreprise. Là, au moins, j'avais une déconnexion totale et je pouvais me ressourcer. Le marathon des sables, donc tu l'as couru en 2009 et puis tu t'es impliqué ensuite d'abord avec les produits, dans les produits dérivés dès l'année suivante. Comment est-ce qu'il a évolué ton rôle? Est-ce que tu peux me raconter un peu les différents chapitres? Tu es entré au capital d'abord à hauteur de 35%, je crois, en 2014 et puis jusqu'à la totalité. Non, normalement, tout le monde se trompe sur les dates. Là, tu viens de faire le truc. Alors, je fais un podcast. En fait, je reçois Guillaume Lalu qui va nous parler de Cyril Gauthier. Non, c'est exactement ça. 2009, je le cours. Je suis très impressionné par la course et c'est ce qui ne correspond pas. On communique à l'époque sur les forçats du désert, le machin et tout, et je trouve que c'est pas ça qu'il faut raconter. Je sors de la boutique, je rêvais m'acheter la panoplie complète et il y a que des pauvres sweatshirts qui sont des fins de stock et c'est des tailles double XL, donc je m'en ouvre au couple de fondateurs, Marie et Patrick Bauer, et là évidemment, comme je suis empli de moi-même et de mes conneries, il me fracasse. 2-3 frictions, ouais. Non, mais et ce qui est juste logique, parce que tu as quelqu'un qui, à la fin d'un événement, vient t'expliquer que c'est pas comme ça que devrait être la boutique. Et c'est d'ailleurs fantastique, parce que quelques semaines après, le couple Bauer vient me voir à Paris à mon bureau, parce que je leur avais écrit un courrier d'excuses en disant, j'ai quand même vraiment, c'est pas bien d'aborder le sujet comme ça. Et on commence à discuter, et dans ces cas-là, il y a le côté, tu sais quoi, tu veux une boutique qui soit chouette. C'est une partie de ton job, t'as qu'à t'en occuper. Et là, je me suis jeté là-dedans à corps perdu. Parce que je trouvais ça top fun. Il n'y avait aucun sens de rentabilité, puisque... Ultra niche. C'est même plus l'ultra niche, si tu veux. Mais en tout cas, on s'est fait plaisir. C'était un succès de plaisir. Et donc, en 2010, les fondateurs qui, je le précise, Patrick Bauer n'était même pas passé à la boutique parce qu'il n'avait pas le temps. Il était en pleine remise des prix. Et Marie Bauer est passée à la fin de la boutique. Et c'est un truc de magie, c'est de la magie absolue. Elle était vraiment dans le doute par rapport à cette idée de boutique qui ne correspondait pas à l'ADN du Marathon des Sables. Elle achète pour son fils 2 ou 3 produits, elle ne regarde pas le ticket carte bleue, on fait une erreur, on fait x10. Et donc la seule cliente... En dirhams ou en euros? En euros. C'est-à-dire que si tu veux, ça devait être 600 dirhams, mais c'est 600 euros. Et c'est notre seule erreur de caisse, et c'est faite sur la dirigeante du Marathon des Sables. Donc ton image, mais elle ne nous en a jamais voulu, on en a rigolé le soir en se disant que ce n'était pas possible. Et comme ça avait été un succès, on a commencé avec eux à échanger. J'ai commencé à échanger énormément. Donc dès 2011, on me met en tant que bénévole. Et surtout, on me met dans les tâches les plus désagréables pour bien me montrer que le Marathon des Sables, c'est pas que des paillettes. Et donc je suis amoureux de cette course et j'y viens vraiment sur mes propres deniers comme bénévole en discutant. Et là, je deviens l'ombre de Patrick et de Marie Bauer sur plein de choses. Donc, et puis, on décide de changer des choses technologiquement. Et moi, je dis à un moment, en tant qu'entrepreneur, si j'y passe autant de temps, je veux pouvoir en devenir actionnaire. Et des discussions se mettent en place. Ça prend un peu de temps, de 2010 quand même à 2014. À 2014, effectivement, je deviens le plus gros actionnaire parce qu'il y a 4 autres actionnaires à qui il faut expliquer le pourquoi du comment. Et dès le début, en 2014, l'histoire est super simple. C'est de dire, au départ en retraite, si tu as fait tes preuves, et seulement si tu les as faites, tu pourras reprendre le Marathon des Sables dans sa totalité. Et ça, c'est le début de l'histoire. C'est assez clair, c'est assez simple. Et surtout... je n'ai le droit de progresser dans l'actionnariat que si l'ensemble des actionnaires sont OK par rapport à ce que j'y fais. Donc c'est pour un avocat une hérésie totale, c'est-à-dire que c'est jugé sur « ouais, on trouve que le mec est bien, donc il a le droit ». Dans la subjectivité la plus totale. Il n'y a pas mieux. C'est ce qu'on a appelé le droit du prince, et normalement ça doit foirer, et ça n'a pas foiré. Sauf qu'il y a un moment, je prenais tellement de place avec les changements que je voulais mettre, parce qu'une fois qu'on s'est attaqué, on a changé les communications radio, le chronométrage, on a changer toutes ces parties-là, et puis après, j'ai voulu changer d'autres choses. Et là, c'était non, maintenant, c'est too much, tu veux trop de choses, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, et c'est là où on a signé un deal en disant, va de ton côté développer les HMDS, parce que j'étais convaincu qu'il fallait un format
plus acceptable physiquement pour faire découvrir ces endroits incroyables. On avait une différence de vision en se disant, eux disaient ça ne marchera jamais. Moi j'ai dit je vais en monter puis on va voir. Et on a commencé tout simplement avec Fuerteventura et avec le Pérou, qui avait eu lieu en Legendary normal en 2017. Voilà. Là, l'idée, c'était un point d'entrée vers une perspective du MDS qu'on appelle Legendary aujourd'hui. C'était ça, une clé d'entrée d'accessibilité, un premier niveau d'accessibilité. Si tu veux, le problème quand tu as une des courses qui a la réputation d'être une des courses les plus dures du monde, tu te retrouves avec des personnes qui te disent tout le temps « c'est pas pour moi ». Et quand tu l'as couru, et toi tu l'as couru, tu sais qu'il y a plein de gens qui n'osent pas y aller et qui pourraient y aller, et qui pourraient découvrir ces sensations de dingue qui nous nourrissent. Et moi, j'étais frustré quand je disais aux gens « mais si, vous pouvez ». Mais ça va pas, non. 6 étapes, 200 à l'époque, 230 ou 240 km. Et j'ai dit, on va faire simple. On a tous fait ça. On n'est pas allé sur un marathon généralement en premier. On a fait un 10 ou un half marathon. Et le half marathon nous a donné confiance et on est passé au marathon. J'ai dit, on va faire exactement la même chose. Et ça va nous permettre en plus d'aller découvrir d'autres déserts. Parce que c'est ça aussi le jeu. Le Maroc restera le berceau absolu et c'est sublimissime, mais il y a des tas d'autres endroits. D'où l'idée du half. Alors tu vois, on s'attendait à une chose. Moi, je m'attendais à l'accessibilité, mais je n'avais pas imaginé qu'il y ait de nombreux marathoniens des sables qui utilisent le format half pour être moins entraînés ou amener quelqu'un à qui ils avaient tellement parlé du désert. Parce que n'oublions pas que dans la communauté marathon des sables, une fois qu'on en a fait un, on casse les pieds, pour rester poli, de tout le monde. Et à un moment, ils disent c'est le dîner de con, arrête avec ton marathon des sables. C'est une course pas comme les autres, tu as envie d'en parler, tu as envie de partager, mais tu convaincs personne à aller avec toi. Tu vois, c'est très compliqué. Donc, le half a permis aussi d'avoir, dans les deux sens, des montées et des descentes. Le marathon de sable, là, aujourd'hui, il est protéiforme. Tu vas avoir l'occasion de nous le raconter. Mais au-dessus de tout ça, ta vision, si tu devais englober là, tous les formats, aujourd'hui, on aura le temps d'y revenir juste après, ta vision et la mission, finalement, que toi, tu t'assignes là de quoi tu es le garant aujourd'hui avec le marathon de sable. Qu'est-ce que tu vas apporter au monde ? Alors, en toute simplicité. C'est simple. Qu'est-ce que tu vas apporter au monde ? Mais alors, j'adore ça. Parce que si tu veux, le marathon des sables dans son ADN, depuis le début, il n'est pas raisonnable. Le début de l'histoire, c'est quand même des fondateurs qui veulent aller se fendre la gueule avec leurs potes dans le désert, qui font une course où ils sont 23. Et si tu t'imagines devant un grand tableau dans une école de commerce, et tu parles d'un concept marketing révolutionnaire en te disant, voilà, on va aller faire courir des gens par 45 degrés, on va leur mettre un sac à dos, ils vont courir dans le sable, ils vont coucher sous la tente quand ils ne se connaissent pas, et ça va pas être gratuit. Et autonomie alimentaire, allez hop, on rajoute ça. Et on rajoute ça. Tu as raison, on rajoute l'autonomie. Et là, tu te dis, alors là, mec, si un jour, tu arrives à avoir 100 couillons qui le font, ça sera déjà une réussite. Et je me souviens, Patrick Bauer m'avait dit que Jacques Lanzmann, quand il en avait entendu parler, lui avait dit, mais alors là, ça marchera jamais. Et ça, c'est l'ADN du marathon des sables, c'est faire des choses qui sont pas raisonnables. Et parfois, ça fonctionne. Donc moi, si tu veux, quand je me suis vraiment posé la question en me disant, OK, t'es industriel, tu sais ce que c'est que construire des bâtiments, gérer des centaines de personnes, mais c'est quoi ton idée ? Est-ce que c'est faire courir des gens ? Non, c'est pas du tout mon idée, parce qu'il y a des gens qui le font très très bien, qui prennent sûrement du plaisir, mais c'est trop restrictif pour moi. Je voulais garder quelque chose de pas raisonnable. Et donc ça m'a posé, j'ai quand même eu du temps, puisque je rentre en 2010, et je rachète globalement l'ensemble en 2023, d'accord ? Donc j'ai eu le temps de penser à quoi est-ce que je vais servir. Et en fait, ma mission, elle est assez simple. Le désert est quelque chose d'incroyable. J'étais toujours étonné que les grands auteurs, les Laurence d'Arabie, les Théodore Monod, les Saint-Exupéry, ces gens qui sont quand même censés avoir des très gros cerveaux, avaient eu un choc, ils couraient pas, mais ils l'ont découvert à pied pour la plupart. Et en fait, ça avait remis du sens dans leur vie et ça avait donné une relativité de leur puissance et de leur intellect puissant. Quand tu es au cœur du désert, tu te rends vraiment compte que tu as un petit grain de sable parce que tu peux plus te mesurer à rien. Tu n'as pas un bâtiment pour te mesurer, tu te sens tout petit. Et donc, ça te remet en réflexion par rapport à toi-même. Et j'avais trouvé ça adorable. J'avais trouvé incroyable les spots qu'on allait visiter. Et donc, je me suis dit, la grande idée, c'est de se dire, attendez, c'est pas réservé à quelques givrés qui peuvent faire 250 km. On doit pouvoir y amener d'autres personnes. Et ces autres personnes, c'est les gens qui, au fil des marathons des sables, m'ont impressionné. Et alors là, je vais m'excuser tout de suite auprès des élites. C'est jamais les élites qui m'ont impressionné, parce qu'ils étaient dans leur rôle d'élite incroyable et tout. Mais tu les vois sur la diagonale, sur l'UTMB, sur toutes les autres courses. Ce qui m'avait impressionné, c'est toutes ces parties de coureurs, mal entraînés ou pas suffisamment, qui étaient là à se battre pour arriver à devenir finisher. Pour moi, c'est toujours ce que je dis, et c'est de l'admiration. Ça devient des gens extraordinaires. Donc je me suis dit, il faut que je puisse, dans
l'univers Marathon des Sables montrait que découvrir ces spots, découvrir le désert, soit beaucoup plus ouvert et que les gens puissent naviguer d'une formule, alors ce que tu appelles protéiforme, c'est vrai, c'est d'une formule à une autre pour découvrir des univers différents et surtout et avant tout, redécouvrir ce que c'est que les vraies relations humaines. Parce que si on parle de ton Marathon des Sables ou du mien, on va plus se souvenir exactement des étapes, mais on va parfaitement se souvenir de nos potes de tente, des gens sur le bivouac avec lesquels on a communiqué, des amis qu'on a gardés, et de toute cette relation qu'on a créée. Et pourquoi le réserver à 1000 personnes par an quand tu peux offrir autre chose? D'où les formules MDS 120, l'ancien HMDS, le trek, en enlevant une des composantes, c'est je t'enlève ton sac à dos parce que je te nourris tous les jours, mais tu continues à faire des distances de dingue, tu continues à voir des endroits incroyables, et tu peux sur ce trek, c'est un des seuls treks au monde, à mon sens, je vais dire que c'est le seul, mais il y en a peut-être d'autres, chronométré. Et puis alors là où c'est encore plus con, j'en conviens, c'est que c'est le seul trek où il y a 30% des gens qui courent. Ça, j'y peux rien. J'y peux rien parce qu'il y en a des tas qui viennent pour découvrir qui ont en tête le Marathon des Sables et qui veulent le découvrir sans contrainte pour se tester dans le désert. Et donc, ils courent. Et celui qui gagne le trek la dernière fois, il fait une 15 au semi-marathon. Donc, il a rien d'un trekker. Mais c'est quand même un trek parce qu'il y a aussi des gens comme Jean qui a fait 17 Marathons des Sables, qui vient avec sa femme. Et il le fait en marchant. Et comme me dit Jean, il dit, t'as inventé le trek pour moi parce que je pensais jamais revoir le désert. Je peux pas refaire un Legendary. Je viens faire un trek. Et il prend un pied fantastique. Et il prend les petites distances, mais il les fait. Et c'est ça. Le but, c'est que tu crées du bonheur chez des gens très différents. Chez l'élite, qui est super heureux parce qu'il a dépassé ses limites, comme sur un marcheur. Et ça, c'est pour le coup, c'est l'ADN du Marathon des Sables. Et puis la couche de folie du Marathon des Sables, et bon, on l'a tout simplement ajouté avec les handis, en disant accessible. Alors allons jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut mettre un fauteuil, d'accord, d'handicapé dans le désert? La réponse, tu peux le demander à n'importe qui, un fauteuil dans le sable, ça ne marche pas. Et bien c'est exactement comme le Marathon des Sables. Ça ne marche pas le concept, et ça a marché. Donc, en partant exactement de la même chose, moi je suis le garant de cette idée de se dire, si on fait que des choses raisonnables, on va sacrément s'emmerder. Soyons déraisonnables et on pourra peut-être y trouver beaucoup de plaisir. Et alors là j'en parle évidemment, c'est facile de faire le barbour puisque ça fonctionne. On a mis du temps à le mettre au point, ça nous a mis presque 4 ans. Quand en 2024, sur les 10 équipages handi qu'on met sur le MDS 120 du Maroc, ça fonctionne, on se dit qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc il y aura en 2026, là on vient d'ouvrir les inscriptions. J'ai vu ça ce matin. Oui. Voilà. Pour avoir 50 équipages cette fois-ci. Et puis surtout, quand on a demandé au handi de 2024, ok, on savait tous qu'on avait vécu un rêve. Je te rappelle que c'est pas les handis qui ont vécu un rêve, c'est aussi les 500 coureurs qui étaient avec, qui ont vu un truc qu'ils n'avaient jamais vu. C'est-à-dire que c'est pas, tiens, on met un fauteuil pour faire beau. Il y a un moment, on les trouve bloqués dans les dunes et on doit porter les fauteuils et un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Et il y a 500 personnes qui ont dit, tiens, là, vous êtes vraiment le Marathon des Sables. Et ça, si tu veux, on s'est dit, ouais, ben on veut juste redupliquer ça parce que c'est un truc de dingue. Et quand on a demandé aux handi ce qu'ils avaient pensé, alors du désert, ils étaient comme des fous parce que c'était juste impossible et ça l'est devenu. Mais surtout, ils nous ont dit, le deuxième endroit où on peut jamais aller, c'est la très haute montagne. Et là, on a commencé à se dire, ok, donc il faut qu'on fasse un truc en très haute montagne. D'où l'idée des MDS Crazy Loops, qu'on a testé en 2025. Là, pareil, c'est assez rare que quand tu lances des nouveaux concepts, tu te fasses submerger par l'émotion et la réussite. Normalement, ça foire un peu au début, il faut continuer. Le Marathon des Sables, je rappelle quand même qu'avant que ça se fonctionne, il se passe 15 ans. 15 ans, le couple Bauer, il bouffe du riz tous les jours pour réussir à tenir à bout de bras une course, parce qu'il n'y a jamais assez de coureurs, parce qu'il y a la guerre d'Irak, parce qu'il y a des tas de choses qui arrivent. Donc, il faut une force de caractère et de développement qui est vraiment... Et moi, je ne cesse de les féliciter, parce que tenir dans ces conditions, c'est pas ceux qui montent une course aujourd'hui, tu montes un trail dans un truc assez simple et tout, ça se met à marcher. Non, là, tu es dans le désert et tu n'as que des problèmes. Et tu dois quand même communiquer, faire venir des antennes satellites pour parler au monde entier, parce que le Marathon des Sables, depuis son début, il est international, il a 60 pays. Donc ça, cette folie-là, pour ce combat, nous, il faut qu'on l'ait aussi à notre façon. Donc une des façons, c'est de dire, alors on va aller en haute montagne, où on t'explique que les tentes sont interdites dans les campements, on t'explique plein de trucs, puis un jour, tu découvres des stations, comme La Rosière, qui te disent « Banco, votre idée, elle est géniale ». T'arrives pas à y croire parce qu'il y a quand même 40 stations qui t'ont dit non. Et puis, l'autre expérience incroyable, c'est que tu rencontres un mec à Courchevel qui est passionné de sport, qui est passionné de créer des choses nouvelles et qui te dit
ton truc là, on va le faire. T'arrives pas à y croire, t'es à Courchevel, t'as plein d'a priori sur la station, et tu découvres qu'elle a un esprit sport incroyable, et tu fais 2 éditions test, les coureurs sont heureux, l'orga s'est nourri d'un événement qui les a portés, et les élus de la ville te disent, on est bien d'accord, hein, l'année prochaine vous revenez. Donc aujourd'hui, dans les Crazy Loops, t'as Val d'Isère, qui avait, dans le timing qui était pas bon, qui a signé, Courmayeur a signé, évidemment La Rosière, évidemment Courchevel, et puis on attend encore 1 ou 2 autres stations, pour que dans l'été, on montre que l'esprit Marathon des Sables, c'est un bivouac, du partage, de l'entraide. Évidemment, quand c'est dans le désert, il y a du soleil, il y a du sable, mais le vrai Marathon des Sables, et alors si tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, mais c'est d'abord la mixité sociale qu'on recrée, les amis qu'on se fait, et ce partage que tu n'as pas sur les courses qui ne sont pas à étapes. Et que tu, d'ailleurs, sur le Crazy Loops, que tu crées assez naturellement avec des parcours assez techniques pour imposer une solidarité entre coureurs, équipages, que tout le monde se serre les coudes. Là, ça me fait plaisir parce qu'on voit vraiment que tu t'y es intéressé, parce qu'effectivement, c'est pas une loupe de 5 km. Non, c'est une loupe pour qu'un trailer se dise « Ouf, la descente, elle est engagée. Ouh, là, je le sens pas bien. » Un trailer. Donc, quand tu arrives avec un fauteuil, tu dis « Ça passera jamais. » Donc, il y a un moment, l'équipage s'arrête et tu es obligé d'avoir 5, 10, 15 coureurs qui viennent te dire « Attends, on te retient dans la descente. » Parce qu'ils sont tombés, parce qu'ils ont... Enfin, je veux dire, c'est ça le truc. C'est se dire « Attends, on va pas faire des courses pour handicapés. On fait des courses ultra. » Et tu vois, Francesca Canepa, il faut pas que je l'écorche son nom. Elle m'a quand même dit un truc extraordinaire. En tant qu'élite, elle gagne le Thor, elle a gagné l'UTMB, elle a gagné, je crois, Lavaredo, Hong Kong 100 et compagnie. Elle a pris un pied fantastique. Alors évidemment, elle fait 170 bornes. Ouais, 35 boucles, hein, c'est ça, de mémoire, je crois. Ouais, t'es plus précis que moi, Guillaume. Non, mais c'est ça doit dire. Et donc, elle te dit, elle t'explique ce que c'est que ton concept, mais tu l'avais pas pensé pour les élites. Tu l'avais pensé pour les trailers, elle partage avec la différence, mais tu l'avais pas pensé pour les élites. Donc, à partir de là, tu te dis, ouais, là, je suis bien Marathon des Sables parce que je crée de la mixité, je crée de l'échange, je crée de la fête, je crée une ambiance, tu le vois bien, puisque ça nourrit autant tes équipes d'organisation que les gens dont tu t'occupes. Donc là, c'est quand même un truc de dingue, c'est que personne n'a envie que ça se finisse. Et le dimanche, c'est comme les départs de colonies de vacances, t'as tout le monde qui est triste parce que ça s'est arrêté. Et la formule Crazy Loops, elle est sur 3 jours, 2 nuits en haute montagne. Et crois-moi, quand t'as coupé la benne, t'es en montagne, tu vois, comme dans le désert, des formes, il n'y a plus un bruit, t'es dans un bivouac Marathon des Sables. Et nous, les nuits qu'on a passées en montagne, et on a été gâtés, et en plus il pleuvait, hein, donc j'ai dit on pouvait pas mieux. On s'est dit, merde, on est dans un Marathon des Sables. Et là, tous les gens de l'orga, hein, parce qu'au début, moi, quand je le dis, avant, on m'explique, non, là, franchement, c'est pas notre ADN, machin et tout. Une fois que les 2 tests ont été réalisés, on a tous été d'accord pour se dire, OK, de juin à septembre, il y aura des MDS Crazy Loops. Ça permet à des gens d'aborder l'ultra. N'oublie pas que si tu t'es inscrit à un Marathon des Sables, que tu viens en montagne, tu vas tester, t'as bouffe lyophilisée, mais t'as aussi l'option du resto d'altitude qui est à côté où tu vas manger une tartiflette. Et la règle des Crazy Loops, c'est qu'il n'y a pas de règle. T'es à l'hôtel, tu viens faire les 24 heures d'affilée, pas de problème. Tu veux au milieu de la nuit aller te coucher parce que t'en as ras-le-bol, tu vas te coucher quelques heures et tu reviens. C'est soyons open, chacun à sa mesure, et ça peut te donner l'envie d'aller plus loin. T'as pas de risque, tu peux pas te perdre. Voilà. Et donc ça, c'est très, très Marathon des Sables. On est là pour montrer aux gens qu'il y a des univers incroyables dans lesquels ils peuvent poser leurs valises, leur stress. Et ces 3 jours en plus te coûtent moins de 100 €, hein, accessoirement. Donc là aussi, un des problèmes du Marathon des Sables, c'est que mettre les gens en sécurité dans le désert coûte une fortune. Tu peux baisser tes coûts, il suffit d'enlever de la sécurité et de l'assistance aux coureurs. On a toujours refusé de le faire et on ne le fera jamais. D'accord ? Le but, c'est de t'amener avec un maximum de sécurité dans le désert. C'est beaucoup plus facile quand tu n'es pas loin des villes. Donc effectivement, le coût n'a plus rien à voir. Et moi, j'aime à dire oui. Moi, quand je peux facturer 100 € à un concurrent, je suis très content. Je n'ai pas besoin de lui en demander 500 parce que le but du Marathon des Sables, et ça aussi c'est important dans son ADN, ça n'a jamais été l'argent. Ça a été créé, ça a été fondé par des personnes qui avaient surtout un grain de folie, qui voulaient s'amuser, s'éclater. Et c'était ça le but. C'était pas créer du résultat. Et moi, en tant qu'industriel, j'ai un groupe rentable, j'en ai rien à foutre de l'EBITDA du Marathon des Sables. J'aimerais que ça perde un peu moins d'argent, mais à chaque fois qu'on se rapproche de l'équilibre, on développe un nouveau concept. Donc effectivement, on n'est pas prévu à la rentabilité avant 3 à 5 ans. Merci beaucoup pour tout ça, Cyril. On va tranquillement arriver sur le MDS Ultra plus spécifiquement. Avant ça, une petite question pour toi. Le point commun selon toi entre Top Gun, le lancement de M6, Tchernobyl, Dragon Ball et Without You de U2. Il y a un point commun avec tout ça. Ah oui ? Ils ont 40 ans.
Non. Comme le marathon des sables, tu vois. Ça nous remet en perspective un peu. Ok, non, parce que alors là, ce Top Gun, je cherchais, je me suis dit, alors là, je suis complètement paumé, j'ai pas Petit les coup de pelle références. quand même, 40 ans, tout ça, là, ça nous rajeunit pas, là. Si, parce que on a la jeunesse de nos projets. Si tu veux, il y a l'âge qu'on a sur nos papiers et il y a l'âge de ce qu'on entreprend. Le jour où tu commences à te dire, c'était mieux avant, tu deviens un vieux con. Et moi, j'ai frôlé ça plusieurs fois. Et le fait, en fait, de te mettre en danger dans des situations nouvelles, et tu vois, aujourd'hui, tu fais ton premier 100 miles. J'espère que ça va être la porte va s'ouvrir à se dire je vais en faire d'autres. Donc en fait, ça aurait pu t'arriver à 20 ans et donc tu es dans cet état-là. Et donc moi, je pense que, en tout cas, je ne me sens absolument pas vieux. Et même si d'aucuns peuvent me le dire ou me le faire sentir, je m'en fous. Mes collègues ont 20 ou 25 ans, ils ont des références que je n'ai pas. La dernière fois, ils parlaient de chanteurs, j'en connaissais pas un seul, ou de youtubeurs que je ne connaissais pas. Je m'en fous. On est toujours le has-been de quelqu'un, mais si tu vis dans tes rêves et que tu produis de l'émotion, t'es heureux et t'as pas d'âge. Est-ce que tu peux nous dire là un peu la teneur, est-ce que tu as envie de proposer là tout au long de cette année de célébration de 40 ans et en quoi le MDS Ultra a trouvé sa place, c'est une première. En tout cas, ça avait été initié, je crois, il y a quelques années, il y a très longtemps. Dans d'autres contrées. Voilà, quelle est l'intention derrière cette année de fête et de célébration et puis pourquoi ce format-là, il trouve sa place? Alors, effectivement, là, une fois de plus, t'es bien informé parce que très peu de gens savent que ça avait été créé au pays d'Ogon, en Jordanie, où il y avait un 100 miles. Bon, ça avait été une galère financière totale, ça avait épuisé les équipes parce que l'organisation n'était pas paramétrée pour gérer plusieurs événements à l'année. Et donc, ça avait été abandonné, mais le 100 miles restait le sujet tabou à l'époque, en se disant, ouais, mais bon, c'était pas une réussite. Et moi, ça a toujours été un rêve. C'était de se dire, tu sais, quand tu diriges des courses à étapes, on te dit toujours, oui, mais bon, c'est des courses à étapes. Oui, et alors? Et donc, j'ai dit, oui, mais c'est pas un 100 miles. OK. Et donc, pour le 40e anniversaire, cette année, pour moi, je la voulais festive dès le début. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on n'a jamais osé faire, parce qu'on a quand même, quand on a osé la partie Andy, on était déjà allé assez loin. Puis j'ai dit, tout simplement le 100 miles. Parce que je sais pas, il y a un côté, ouais, mais si ça marche, mais si ça marche ou ça marche pas, on s'en fout. On va se faire un 100 miles pour nous. Et j'en discutais intelligemment avec Cyril Cointre et Philippe Verdier sur le bateau quand on est allé au Maroc en train et qu'on a pris le ferry à Algeciras pour aller à Tanger. Mais ils m'ont dit, mais fais un 100 miles, 100 km, ça sera beaucoup plus open. C'est l'esprit que tu as emmené en faisant du MDS 120 par rapport au Legendary. Et surtout, on passera un moment ensemble où on pourra faire découvrir le désert en hiver. Nous, quand on est en reco, c'est sublimissime. T'as des ciels d'un bleu éclatant. T'es pas emmerdé par la chaleur qui te plombe et qui réduit tes capacités physiques. Donc, on aime, nous, le désert l'hiver. Et en fait, on n'a jamais pensé à le faire découvrir. Et on s'est dit, alors commençons par être déraisonnables. Attaquons l'année avec ça. Puis un deuxième point super important, c'est que le 13 janvier, c'est l'anniversaire de mon associé. Et je voulais lui faire une fête spécifique. Et je trouve que lui faire une fête avec 200 givrés qui ont fait une course, je trouvais ça très très cool. Parce que vu ce que je lui fais supporter avec mes conneries, c'est le minimum. Donc, il vient courir le 100 miles avec sa femme. Et j'ai trouvé ça assez fun. Et le 10 janvier, c'est la Saint-Guillaume, tu vois. Merci pour ce cadeau. Je suis sûr que tu le savais. Donc, mais Guillaume, ça me touche vraiment beaucoup que tu aies fait ça pour moi. C'est pour ça qu'on l'a positionné comme ça. Donc voilà. Et en tout cas, donc ça commençait par quelque chose. Donc, qu'est-ce qui est, je dirais, commun? C'est ne pas être raisonnable. Et donc, on n'est pas raisonnable au début de l'année. On n'est pas raisonnable sur le Legendary parce qu'on a fait passer cette grande étape à 100 km pour voir si ça allait être le rêve absolu. Et moi, je l'ai annoncé il y a un mois à Londres. Je voudrais, et je ne suis pas du tout sûr d'y arriver, je voudrais faire vivre à des coureurs une des plus belles nuits de leur vie sans sexe. Voilà. Et si j'arrive à ça... Ils peuvent peut-être combiner les deux. S'ils sont habiles et très en avance sur les barrières. Non, ça ne marcherait pas. Si, je pense qu'il y en a qui en sont capables, mais c'est pas. Ce qu'on vise, nous, c'est qu'avec l'assistance qu'on va apporter aux coureurs, avec les équipes, avec la motivation qu'on a appris à travailler depuis des années, j'aimerais que les gens se disent, non seulement j'ai fait le Legendary, mais en plus, dans la course, j'ai une course. C'est une course dans la course, et c'est un moment émotionnel que je veux incroyable. Et on va essayer, sur les différents checkpoints, de créer des mini-événements pour te donner envie d'aller au suivant, pour te donner envie de franchir cette étape et surtout d'être encore capable derrière de faire un marathon et un semi-marathon. Donc c'est pas raisonnable, mais on va rester accroché à ce sentiment
Marathon des Sables, qui est de dire faisons des choses pas raisonnables et vous allez voir, ça nous marquera à vie. Ça y est, j'ai envie de venir au Legendary. Ça y est, tu m'as eu. Non, je suis facile à convaincre avec le MDS. Mais surtout, tu vois, alors typiquement, je veux que toute personne qui ait fait un Legendary ressorte de celui-là en se disant waouh, je pensais qu'on pouvait pas monter au-dessus, je me suis trompé. Là, ils m'ont collé au mur. Et tu vois, il y a une chose qui m'a fait un plaisir immense et qui est ultra personnel. J'ai rencontré un de mes meilleurs amis dans ma tente, que je ne connaissais absolument pas. Il n'était pas de mon milieu, pas de mon monde. Et il était dans les élites. Et c'est quelqu'un, on adore le sport, mais quand tu fais top 20 dans le Marathon des Sables, moi j'étais un coureur de peloton. On a fait 2009 ensemble et on n'a jamais reparlé de faire un Marathon des Sables. Moi, je ne peux plus le faire aujourd'hui. Déjà, alors je vais avoir l'excuse de se dire parce que je suis dans l'organisation, mais en plus je me suis un peu laissé aller, donc franchement, je passerais un mauvais moment. Et il m'a fait un plaisir de dingue. Le jour des inscriptions, il m'a appelé. Et je pensais qu'il m'appelait pour prendre de mes nouvelles. On s'appelle super régulièrement. Et il m'a dit, ça y est, je l'ai fait. Et je ne savais pas du tout de quoi il me parlait. Je lui ai dit, t'as fait quoi? Et j'ai eu peur qu'il ait fait une connerie. Il m'a dit, je me suis inscrit. Et moi, j'étais à des années-lumière. Je lui ai dit, mais tu t'es inscrit à quoi? Et je pensais à des cours de salsa ou je ne sais quelle connerie. Et il me je suis prof de Zumba. Voilà, c'est ça. Et il me dit, je me suis inscrit sur le Legendary. Ça m'a fait un bonheur de dingue. Parce que si tu veux, j'ai un respect absolu pour sa capacité sportive. C'est un des meilleurs Ironman que je connaisse. C'est un mec extraordinaire et qui a une sobriété. C'est le seul coureur que j'ai connu dans les élites du Marathon des Sables à ne pas avoir de montre. Donc si tu veux, c'est quelqu'un qui m'a énormément appris sur le sport, sur l'approche, sur la relation à la nature, parce que lui, en ski alpinisme, il couche dans la nature comme une bête sauvage, il supporte tout. Tu sais, c'est les gens, tu regardes un reportage sur eux, tu te dis, je voudrais être comme eux. Moi, j'ai toujours dit, si je peux me faire greffer de tes organes, je te jure que si t'as un accident, je prends tout. et donc, il m'a fait ce plaisir de dingue en se disant, je sais que cette 40e, ça sera un truc de fou. Et je ne supporte pas l'idée de m'entendre dire que j'y étais pas. Et ça, c'est canon. Et donc, c'est pour moi, la 40e année, c'est comment faire des choses, justement, qui nous amusent, dans lesquelles on peut se laisser aller, parce qu'on est sur un événement qui mérite qu'on se fende la gueule. Quand tu lances un nouveau format, là, comme le MDS Ultra, à quel point la recette, elle est connue? Qu'est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui vous sortent de votre zone de confort, ou globalement, il y a une telle expertise, il y a une expérience qui fait que vous êtes en contrôle de l'essentiel? Alors, notre expertise, la première, c'est déjà la sécurité. Ça ne nous pose pas de soucis parce qu'on sait qu'on mettra les gens en sécurité. Maintenant, est-ce que ça sera une réussite? Alors, je vais te dire, je le veux de tout mon cœur, mais je suis incapable de savoir si ça va marcher parce que, c'est pas le même courbe émotionnelle que sur les courses qu'on connaît. Il y a toute une partie de connaissance, donc qui me rassure, et il y a toute une partie qui m'affole. Donc, mais c'est ça aussi qui m'excite, parce que systématiquement faire quelque chose que tu connais, tu te lasses et t'es moins bon. Là, il y a vraiment une grosse zone d'incertitude. Et si on arrive à avoir une réussite, c'est exactement ce que j'ai ressenti au lancement du Trek. Quand on a lancé la première édition, c'était un test, il y avait 100 personnes. Ça a été une réussite, mais j'ai dit attention, on était 100. Donc on contrôlait beaucoup de choses. Quand on est passé à 400 et qu'on a eu un niveau de qualité qui augmentait, j'étais très heureux. Mais c'est jamais gagné. Et le jour où tu crois que c'est gagné sur une course, même sur un format que tu connais, c'est là où tu deviens mauvais. Parce que moi, je veux que le primo-accédant, celui qui ne connaît pas, il faut qu'il fasse le plein de toutes les émotions, de tout ce qu'il vient chercher, plus tout ce à quoi il ne s'attendait pas. Et typiquement, tu vois, tu es exactement l'exemple de celui qui va venir sur son premier 100 miles. C'est comme ta première expérience sexuelle. Si elle est mauvaise, tu es mal parti dans ta carrière pour la redresser. Si elle est fantastique, tu vas devenir un addict. Elle est souvent pas terrible, la première. J'espère que c'est sur le 100 miles. C'est comme la première crêpe, quand même, la première fois, non? Oui, alors le problème, c'est que ça fait 2 fois que je fais référence sur la nuit sans sexe et machin, donc il faut que je fasse gaffe. Mais en tout cas, j'aimerais quand même ne pas décevoir. Sûrement, de toute façon, c'est simple. Hein. Si ça marche pas comme il faut, on continuera pas. Si on sent qu'il faut juste évoluer, on le fera. Et si on sent qu'avec notre professionnalisme, on est arrivé à un très très bon niveau, on continuera et on prendra du plaisir à montrer le désert l'hiver. Il y a un autre intérêt qu'on n'a pas évoqué, c'est l'intérêt sportif sur les élites. Parce que là, on rebat les cartes, en fait. Le sable en janvier, c'est pas le même. Le 100 miles, c'est pas le même format. Donc, on sait qu'il y a une hégémonie marocaine historique. C'est assez indéboulonnable sur le format MDS, notamment Legendary, mais les 120 aussi. C'est aussi une des choses que tu as voulu aller chercher, apporter un peu de piment sur cette dimension sportive. Oui, moi, je veux montrer... Il y a énormément d'élites qui viennent pas sur le Legendary. Alors, j'admire ceux qui viennent, qu'on soit très clair. Moi, je suis très content qu'un Mathieu Blanchard soit pas venu 1 fois, mais 2 fois sur le Legendary. Ça l'a épuisé. Il a quand même réussi à monter sur le podium, ce qui est un record absolu.
parce qu'il faut se challenger. Je te rappelle que tes sponsors sont généralement tous contre, en disant attends, tu vas te fracasser sur un truc tellement consommateur d'énergie, tu monteras pas sur le podium, tout ça pour ça, donc je ne veux pas que tu y ailles. Donc il y a des mecs qui sont capables de dire à leur sponsor, je suis aventurier avant tout, et je vais tester. Et quand tu viens une fois et que tu reviens derrière pour essayer d'aller encore plus loin, là je dis bravo, chapeau, parce qu'il faut le faire. Quand Tom Evans est venu la première fois sur le Marathon des Sables, il était totalement inconnu. On a découvert un monstre en se disant waouh. Moi j'étais dans l'hélicoptère. Quand j'ai vu ce Britannique courir, je me suis dit alors lui il va pas aller loin, hein, parce que vu qu'il a pris l'aspiration des Morabiti, normalement après le CP1 il est cramé. Popcorn dans pas longtemps. C'est exactement ça. Et quand il a fini l'étape, je dis waouh. Et quand j'ai vu le mec, le militaire et tout, on s'est dit waouh, on tient un bon candidat. Quand il a gagné l'UTMB, j'étais super fier. Il reviendra, j'en suis certain, mais quand ses sponsors lui auront dit ouais, parce que derrière, je te rappelle que quand tu as fait un Legendary, t'es généralement pas le meilleur sur la Western States ou sur la Hard Rock et compagnie. Donc c'est assez compliqué. Si tu bascules en janvier, tu dis attendez les gars, là, va falloir, on joue dans une cour différente. Vous n'aurez même pas besoin de guêtre parce que le sable, ou il est portant, ou il va rentrer très peu dans vos chaussures. Vous n'avez pas les 45 degrés qui avantagent énormément un mec qui est né à Zagora, hein, parce qu'ils sont super bons à l'entraînement, ils sont super impliqués, mais il ne faut pas oublier quand même que quand tu nais et que tu vis à ces températures-là, ta température intérieure, tu la gères différemment que quand tu t'entraînes en Savoie. Donc là, si tu veux, c'est vraiment fait pour les coureurs d'ultra-trail. Ils ont toutes leurs composantes. Ils n'ont pas le dénivelé de dingue, mais ils peuvent envoyer des watts. Ils ne vont pas souffrir de la chaleur. Ils vont avoir des nuits entre 0 et 10 degrés. Donc, on redistribue les cartes. Je pense qu'on n'a pas, évidemment, on n'a pas assez communiqué et ça va venir avec le temps. Mais il y en a qui vont se dire, mais ça veut dire que là, je peux aller chercher le podium et je peux vraiment montrer aussi que c'est pas parce que c'est au Maroc que ça marche pas. Je pense que ceux qui ont bien compris, c'est les Marocains. Donc, je pense qu'ils vont essayer d'écraser tout de suite le niveau. Mais là, je pense qu'il y a des tas de gens. Moi, j'ai vu en Jordanie, la dernière Jordanie, quand Théo Etienne est venu, je l'ai vu accroché sur une étape Rachid, une étape assez portante. Il n'y avait pas des champs de dunes. Rachid, je l'ai vu douter. Donc, on peut le faire, sauf qu'il faut à un moment qu'il y ait des tas d'hommes ou de femmes qui se challengent un peu et qui expliquent qu'ils ne vont pas non plus en sortir fracassés et que c'est une aventure. Oui, c'est pas qu'une course que tu mets au planning, c'est une aventure. Je suis super content parce que des Marilyn Nakache seront là. Là, tu sais, alors je peux pas te dire les noms parce que j'ai un crâne de piaf, mais là, tu as des recordman du 100 km qui vont venir, des mecs des femmes avec des VMA de camion qui vont venir un peu challenger le truc. Et je pense que ça va peut-être distribuer les cartes et devenir intéressant. On a hâte de voir ça aussi, là, sportivement. Puis on a Guillaume, hein. Attends, on a Guillaume qui méfiez-vous. Justement, tu fais la transition rêvée pour moi. À quoi est-ce que je devrais être plus attentif que ce que je crois ? Où est-ce que je me trompe là aujourd'hui dans ce que je projette ? Qu'est-ce qu'il y a comme point de vigilance selon toi ? Le point de vigilance, alors écoute, franchement, je pense qu'il faut prévoir quand même que ça peut être, on parle du Maroc et tout, mais tu peux avoir de la pluie et du froid. Ouais. Et avoir la nuit, ça caille. Hein. Voilà. Ça va tomber. Et crois-moi que moi, j'ai connu alors, c'est tout l'un ou tout l'autre. Hein. Tu peux avoir 20 degrés dans la journée et 12 la nuit, mais tu peux avoir 8 degrés dans la journée et 0 la nuit. Et donc, il faut en tout cas partir avec ces petites affaires. Je pars pas au Maroc, ça va être cool et tout. Oui, je peux préparer mes affaires tranquillement, mais avant la course, je saurai quel type de température je vais avoir. Et je peux avoir des conditions très UTMB. Donc, si tu as prévu ça, derrière, il va juste falloir gérer le bonheur d'une course longue. Et ça, c'est typique à tous les 100 miles. Donc, je pense que là, dans ta tête, tu l'as déjà. Le sable, tu n'auras pas à le craindre. Il va à certains moments t'importuner. Mais il t'importunera exactement comme en ultra-trail, tu te trouves parfois sur une montée de dingue quand tu montes bovine à l'UTMB. Ça te gonfle, mais ça dure pas très longtemps non plus. Et là, ça va être exactement la même chose. Je te remplacerai le dénivelé par des moments de sable un peu mou. Tu perdras un peu d'énergie, mais ça sera très court. Ça se testera juste psychologiquement pour te faire un peu craquer. Et si tu arrives un peu démoralisé sur une zone de sable qui va durer rien du tout, hein, qui va durer 500 mètres ou 1 kilomètre, tu peux te mettre à douter. Et le doute, tu sais, dans l'ultra-trail, c'est le plus gros ennemi. C'est pas tes muscles, c'est le doute. C'est dire, je devrais pas être là, je suis pas assez entraîné. Je suis trop gros, trop petit, trop grand, trop machin. Et c'est ce qui te plombe. Là, si tu te dis, à chaque fois que je rencontre une zone de sable, j'en ai rien à faire, puisqu'on m'a dit que 90% c'était du roulant. Donc, je vais pouvoir m'exprimer sur ces 90. Calmons-nous sur les 10. Et c'est exactement pareil quand tu attaques une diagonale. Tu vas pas t'exciter parce qu'il y a des escaliers. Tu les passes et tu te révèles ailleurs.
tu devais glisser un mot à chaque participant de ce MDS Ultra, là, juste avant de partir, j'avais beaucoup été marqué par, c'était en Jordanie, je pense, une autre version du vision du temps, en fait, qui est pas, t'es pas contre le temps ou une barrière ou autre, mais d'en faire ton allié dans le désert. Est-ce que tu as une idée similaire ou autre que tu voudrais que chacun emporte avec lui sur ce format-là? Moi, je vais être très rassurant. On a dit 40 ans, 40 heures. Il faut jamais, justement, tu vois, le temps est une des choses qui stresse le plus les coureurs en se disant je vais me faire éliminer. Sur le marathon des sables, on aime les barrières horaires, on les a mis basses et on n'aime pas stresser les gens avec ça. Donc, ne vous mettez pas du stress qui n'a rien à voir avec la course. Lâchez-vous. On saura vous dire à un moment, là, il va falloir un peu que tu accélères, Guillaume, parce que là, tu vas sortir du truc et ça va pas être amusant. Mais tu peux remonter. La barrière horaire, il y a deux façons de la gérer. Ou tu n'es plus dans la barrière horaire, je viens, je t'élimine. Ou je te dis, Guillaume, là tu es en train de trop ralentir, réaccélère, prochain CP, tu dois être dans tel timing. Et tu peux le faire, et on sauve 70% des gens avec cette technique. Donc on n'attend pas de les éliminer au CP en disant c'est foutu, on vient de prévenir, parce qu'on a des ordinateurs, on suit en permanence la progression, même sur 1000 coureurs, donc on connaît parfaitement ça. Donc décontractez-vous, et à partir du moment où vous allez arriver sur le 100 miles maintenant, il faut que ce moment vous appartienne, et lâchez-vous. Soyez déraisonnables comme l'est la course. Nous, on est là pour gérer tout le reste. On est là pour gérer votre sécurité, pour gérer votre trajet et votre voyage émotionnel. Donc, il y a une chose à faire, c'est de se dire, je vais arriver, et ne fais pas la connerie d'arriver en ayant couru dans tous les sens parce qu'on n'est jamais entraîné suffisamment. Donc, ne va pas t'entarter des distances de dingue. Reste raisonnable, aime ton corps et ton corps t'aimera. Cyril, avant de se quitter, j'avais quelques questions. On va se projeter un petit peu sur l'avenir. Ton idée, c'est que le MDS devienne une entreprise à mission à horizon un petit peu moins de 10 ans. Est-ce que si on fait un scénario qui est que financièrement, la rentabilité n'est peut-être pas à la hauteur de ce que tu imagines dans 10 ans, mais que tu as réussi sur cette notion d'inclusion notamment qui est essentielle et d'attention aussi à l'environnement qui te préoccupe beaucoup, est-ce que tu considères que tu auras réussi? C'est exactement ça. C'est-à-dire que la réussite financière, je ne veux pas que ça soit un gouffre financier aujourd'hui. Ce qu'on gagne d'un côté, on dépense le double, comme le dirait mon associé, avec beaucoup de tact. Donc moi, je cherche l'équilibre financier et je cherche effectivement à ce que ma mission, quand j'aurai des centaines ou des milliers de fauteuils qui rayonnent dans les clubs, les MDS clubs qu'on va monter un peu partout dans le monde, pour faire courir les gens, pour montrer que le handicap est une belle chose et qu'on peut justement, avec l'ultra-running, faire partie de ce décor, là je me sentirai fier, là je me sentirai avoir fait quelque chose. Et quand des gens diront tu sais que ce marathon des sables, ça m'a permis de prendre des décisions dans ma vie et je me sens beaucoup mieux, là je me sentirai bien. Donc beaucoup de gens, quand tu es industriel, quand tu n'as pas de problème avec l'argent, que tu le vis assez librement, tu es tout de suite accusé de vouloir faire du pognon sur tout ce que tu touches. Là, les gens ont beau voir qu'on achète des fauteuils, qu'on a acheté 60 fauteuils, qu'on investit dans tous les coins, il y a toujours ce côté, ouais mais derrière qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste qu'il y a un moment, j'ai envie de raconter à mes petits-enfants des vraies histoires dont tu peux être fier. Alors, j'ai pas de petits-enfants pour l'instant. Je suis pas pressé, les filles, si vous m'entendez. Franchement, vous pressez pas. Mais tu te rends compte à un moment quand tu as réussi, alors je mets des gros guillemets, ta vie professionnelle, que tout se passe bien, que tu n'as pas peur de manquer. Tu te dis, alors il me reste quoi, moi, pour trouver de l'excitation? L'excitation, en fait, c'est pas une voiture de sport de plus. Moi, je suis passé par là, je l'ai fait. Et je me suis rendu compte que ça avait aucun sens. Par contre, quand quelqu'un te prend dans les bras et qui te dit que tu lui as fait du bien, quand tu as des gens qui te disent « Monsieur, moi au Crazy Loop, j'ai la mère d'une Andy qui est venue me voir et dit « Monsieur, vous êtes quelqu'un de bien ?» Alors, c'est sûrement faux, d'aucuns te le diront. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Parce qu'à ce moment-là, tu as fait un truc. Et donc oui, et mon associé partage la même vision. Le marathon des sables, sa mission, effectivement, c'est de s'ouvrir, de montrer que l'émotion peut t'aider dans ta vie. Et ça sera un truc, oui, et effectivement. Et après, si on est juste à l'équilibre financier, ça sera parfait. Et si ça gagne de l'argent, j'aurai aucun souci. Je trouve détestable le côté « Ah, il gagne de l'argent ». Ben ouais, mais quand tu veux investir, quand tu veux développer ta sécurité, quand tu veux avoir les dernières technologies, les dernières radios qui te permettent de communiquer, ben oui, et il ne faut pas oublier aujourd'hui que dans le monde de l'ultra-trail, les gens veulent de la sécurité, des ravitaux sympas, des bénévoles qui sautent partout, de l'ambiance, mais tout ça, ça a un coût.
Parce que si tu veux faire des courses off et qui ont tout à fait leur place aussi dans le monde, c'est-à-dire, ok, sobriété totale, aventure absolue, il n'y a pas du marquage, on peut se perdre, c'est un autre trip, et moi je suis totalement ok pour ça aussi. Mais ne demandons pas à des courses d'avoir des qualités de dingue et d'être pris en charge, tu vois, qu'au moindre claquement de doigts, tu as des véhicules de sécurité qui arrivent avec des urgentistes formés, avec du matos de dingue. D'un côté, tu veux ça, puis d'un autre côté, tu dis « Ah oui, mais ça coûte cher. » Ben oui, on est dans un monde où ça coûte effectivement assez cher. Donc, moi, je veux trouver la bonne façon de fonctionner pour que les gens prennent du plaisir et que surtout, certains qui se disent qu'ils n'ont rien à y faire se rendent compte que, ma foi, la nature nous propose des choses extraordinaires et qu'il y a des gens, et tu vois, j'arrête pas de le dire, les vrais ultra-trailers que j'ai rencontrés sont les Andy, qui se lancent dans l'aventure parce que eux, ils vivent pas un ultra toutes les X semaines, ils vivent l'ultra tous les jours. Si j'avais leur force de caractère, je serais super fier. Et j'en suis très très loin. Cyril, à titre personnel, donc le désert, c'est ton terrain de jeu depuis un certain temps. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore trouvées pour toi? Des choses que j'ai pas encore trouvées? Ah ouais, il y a des tas de choses qui m'excitent énormément. Les zones désertiques, par exemple, toutes les zones froides, je les connais pas. Mais je sais qu'avant d'y aller, il faudra vraiment qu'on soit structuré différemment. Mais demain, tu me dis, on fait un ultra sur le lac Baïkal. Bon, c'est pas le bon endroit pour l'instant, j'en conviens. Mais quand je lis le livre de Tessier, oui, ça m'éclate parce que il y a plein de choses que je connais pas. Mais on a des normes aujourd'hui d'éco-responsabilité qui font que on va pas mettre des courses à l'autre bout de la planète si on n'a pas un marché local. Donc il y a plein de choses comme ça qui me contraignent et qui peut-être on le fera jamais, mais peut-être qu'on le fera aussi. Et puis il y a aussi des tas d'endroits de proximité. Tu vois, moi j'habite dans le sud. Quand je vois la beauté de l'arrière-pays, je me dis, ouais, il y a des tas de choses à faire aussi. Donc, oui. Et d'un point de vue plus intime sur toi, est-ce qu'il y a des réponses que le désert t'a pas encore apportées? Ouais, alors là, on attaque la phase philosophique. Ouais, je pense que le désert m'a nourri de façon inattendue. Tu me l'aurais dit avant, je t'aurais dit que c'était n'importe quoi. Ça m'a apporté tellement qu'aujourd'hui, c'est une question que je me pose pas. Parce que je m'y sens bien. Je le dis souvent, les gens disent « Mais c'est incroyable, vous êtes sur toutes les éditions, machin et tout. » Ouais, ça me fait être 8 mois par an dehors, entre les recos et les courses. Et je me nourris de ça. Et alors, j'ai un vrai souci qui est opposé. C'est que quand je reviens dans les villes, tu vois, quand je reviens dans la vie entre guillemets normale, je trouve que c'est très agressif, que c'est super violent. Avant, je sentais pas du tout cette violence-là et je fais très attention à ça parce que je me dis, ouais, je suis en train de sortir un peu du moule où je me trouve bien que dans ces endroits. Donc, il faut que je fasse attention parce que j'étais super bien avant. J'ai vécu à Paris 30 ans et tout allait bien. Et donc, le désert, si tu veux, en fait, c'est quelque chose qui t'apporte en fonction de ce que tu deviens et de ce que tu es. C'est pas quelque chose, une fois qu'il t'a délivré, tu dois passer à autre chose. C'est en fonction de ton état. Moi, j'y suis arrivé parfois super décontracté, parfois super excité. Et à chaque fois, ça m'a tout de suite remis dans quelque chose que la montagne ne me fait pas. Parce que la montagne me fait du bien. Tu vois, je suis très, très content là de me dire tout l'été, je vais le passer en montagne. Parce que j'aime la température fraîche et j'aime ce côté impressionnant. Mais je pense que le désert va encore m'apporter beaucoup de choses. Je pense qu'on est très, très loin. En tout cas pour moi, si je continue à garder la forme physique, je crois que je suis très loin d'être arrivé au bout de l'aventure. Et quand même, tu es très impliqué dans l'opérationnel en fait sur place, tu arrives à quand même être connecté à tes émotions malgré tout, malgré le fait que tu sois dans une gestion événementielle. Je suis dans la gestion, mais alors j'ai l'avantage d'avoir une équipe qui gère. Non, franchement, moi, si tu veux, ma grosse partie, c'est vraiment la partie émotionnelle. J'y prends énormément de plaisir. C'était pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, avec des personnes structurantes dans l'équipe, moi, j'ai vraiment pas à m'occuper de grand-chose. Souvent, je me pose même la question à l'inverse, de me dire, attention, est-ce que j'ai encore ma place? Parce qu'il y a des gens fantastiques dans les équipes et qu'à un moment, il faut savoir aussi se dire, je passe à autre chose. Et tu sais, le fait d'être has-been, c'est quelque chose que, généralement, c'est comme les cocus, on est les derniers informés. Donc, je fais très attention à ça. Dernière question pour toi, Cyril. Tu crois beaucoup à l'impossible, on l'a compris. C'est quoi ton impossible du moment ou le prochain impossible? Eh bien, là, tu me poses une sèche. Je veux dire, j'ai pour l'instant, rien. Rien parce que déjà, je suis dans une courbe où je me suis mis 2 objectifs pour moi stratégiques. C'est réussir le 100 miles émotionnellement pour les coureurs qui s'y sont inscrits et avoir un legendary légendaire avec une étape folle. Il faut pas oublier qu'elle va être aussi stressante pour les coureurs que pour l'organisation. L'organisation, elle flippe
en se disant, mais on va gérer beaucoup plus de coureurs. Moi, tu sais, j'ai connu la 30e édition où il y avait 1380 personnes au départ. J'ai jamais senti autant de vibrations. Moi, je connais pas une salle de concert en étant sur scène. Hein. Il y a beaucoup de rockers qui t'expliqueront qu'ils sentent la salle vibrer. Moi, je l'ai découvert sur le 30e. Et d'ailleurs, Marie Bauer avait dit une chose super importante. Après, elle avait dit, est-ce qu'on est bien tous d'accord pour dire que c'est la plus belle édition de toutes les éditions qu'on ait faites? Et c'est quelqu'un très, 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 très exigeant. Et tout le monde a dit oui. Et tout le monde avant avait dit, on a pris trop de monde, ça marchera pas et tout. Et ça avait été, j'aimerais me dire la même chose à la fin de la 40e, en me disant, oui, on a réussi un truc de dingue. Donc, tu vois, là, on frôle un truc où c'est un impossible que je veux faire devenir possible. Et c'est de 100 km au milieu de la 270. Si on fait une réussite, je serais heureux. Si on est allé trop loin, qu'on a poussé le curseur trop loin, je m'en voudrais, mais ça sera jamais grave. Si on a mis personne en danger, ça sera quand même quelque chose qu'on a essayé. Alors on reviendra à plus comme avant, ou pas. Mais en tout cas, j'ai pas encore délimité un truc qui me ferait rêver. Ce qui me fait rêver, c'est que les Crazy Loops tournent à plein régime, qu'il y ait quelques milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes. J'ai un projet fou aux États-Unis, pour être honnête, un projet complètement fou, mais qui est tellement fou qu'il m'impressionne en me disant, il y a tellement peu de chances que ça marche, mais ça serait c'est pas une course, monter une formule type Crazy Loop dans un endroit tellement incroyable et tellement fou que si je t'en parle, tu t'évanouiras en me disant je pense qu'il est sous substance. Donc je ne vais pas t'en parler. Cyril. Voilà, ça mérite un podcast. On aura l'occasion d'en reparler quand ce sera le moment, en tout cas, avec plaisir. Je te tendrai le micro. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve dans 51 dodos parce que oui, je les ai comptés. C'est comme Noël, tu vois. Donc 51 dodos, on se retrouve du côté d'Airfood et puis après, 1h30 de bus et c'est parti pour 100 miles avec la possibilité de bifurquer, je crois, au 60e, mais c'est pas l'idée. En tout cas, c'est pas l'idée. J'oublie cette option. J'y serai à la bifurque et je te promets que je te laisserai pas passer. Je te dirai classiquement, le 100 km vient de fermer, Guillaume. Pour toi, c'est à gauche. Donc non, mais merci. Tu sais que pour moi, c'est surtout un plaisir quand on peut échanger avec quelqu'un qui connaît aussi bien le milieu dont on parle. C'est super agréable parce que ça nous permet de nous livrer. Et moi, j'ai passé un moment extraordinaire. À part tes 6 étages sans ascenseur, le reste était parfait. Ça va être à rond descente maintenant. On t'a fait le plaisir. Merci à toi. Pour tout, Cyril. Merci. Le clap. Ah, il est beau. C'est parfait. Salut, merci. Allez, ciao. J'ai beaucoup aimé cet échange avec Cyril. C'était vraiment passionnant d'avoir sa vision d'entrepreneur et de bien comprendre aussi à quel point il est engagé, investi dans ce projet Marathon des Sables. Donc, très heureux de le savoir aussi dans l'entourage au moment de vivre cette expérience dans un petit peu moins de 2 mois maintenant. Je vous donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon Ultra au Sahara. J'espère que ce premier épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous donc dès la semaine prochaine. On va se retrouver toutes les semaines jusqu'à la première semaine de janvier pour partager tous ces moments et tous ces préparatifs avec en ligne de mire mon Ultra au Sahara. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de mon Ultra au Sahara et j'espère qu'il vous a plu. Merci aussi à notre partenaire principal qui est Lasfuga ainsi qu'à Oversteams, partenaire de ce projet. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. À très vite.